pour la jeunesse. Il vante la réduction des frais de scolarité dans les centres de formation professionnelle d'excellence. Le chef de l'État encourage l'auto-emploi pour une jeunesse qui se prend en charge pour sa propre dignité. D'ailleurs, Paul Biya annonce 12 000 nouvelles entreprises créées en 2023 pour 2 000 emplois directs. Incidemment, le président de la République parle également de ce plan triennal intégré, import, substitution 2024-2027, une grande opportunité selon lui pour la jeunesse pour permettre davantage de se prendre en charge. Il demande également aux jeunes, 14 000 y sont déjà, d'intégrer les conseils nationaux, notamment le Conseil national de la jeunesse, les conseils municipaux et les conseils des jeunes. Le président de la République dénonce les dérives auxquelles sont exposés les jeunes, toute cette petite dépravation des mœurs, drogue et autres, mais surtout se laisser aller qu'on observe sur les réseaux sociaux. Pour peut-être finir cette phase de morceaux choisis, Paul Biya est préoccupé par cet exode massif des différentes classes sociales, les différents métiers, des expertises camerounaises notamment, qui vont en grand nombre à l'étranger. Si pour Paul Biya, il est légitime de voir plus grand, le chef de l'État rappelle que pendant que cela sorte, il y en a qui s'installent au Cameroun. Voilà en 2 ou 3 mots les grandes lignes, les temps forts de ce discours du président de la République. Et comme il est de tradition, il a souhaité une excellente fête de la jeunesse à toute la jeunesse camerounaise. David Mokodi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. Bonsoir également aux copanélistes. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Vous nous avez rejoint sur ce plateau dans cette deuxième phase avec les autres panélistes. On avait déjà planté le décor. D'emblée, je voudrais, sur la forme, sur le fond, prendre d'abord votre première, avant les analyses de fond, votre première attitude après ce message du président de la République. Quelle impression s'en dégage? L'impression, c'est que monsieur le président de la République... Je rappelle, pour faire clair, que vous êtes de la société civile, Un Monde à Venir, c'est une organisation non gouvernementale. Je vous laisse poursuivre. Merci. Nous a servi à la jeunesse du réchauffé. Le dit ne serait pas menti, ne serait pas inventé la roue, puisque ceux qui ont suivi le discours du président de la République en fin d'année 2023 vont très bien se rappeler qu'il a pris plusieurs éléments de ce discours qui sont revenus. Ceux qui ont suivi également le discours à la jeunesse en 2023, donc à la même occasion, quasiment à la même date, vont se souvenir de ce que à cette date, il parlait également du plan triennal spécial jeune. Malheureusement, je ne sais pas si ceux qui écrivent le discours du président le font exprès, où il n'y a pas une sorte de cohésion ou de cohérence entre ce qu'on lui fait dire dans ses discours et ce que eux-mêmes les acteurs, puisque le ministère de la Jeunesse qui était chargé de mettre en œuvre un pan de ce plan triennal, lors de la réunion d'évaluation de ce plan triennal qui a été adopté depuis 2016, quand il est arrivé à expiration en 2019, il y a eu une réunion d'évaluation. Il en ressort clairement, au vu des éléments du rapport qui a été rendu public par le ministère de la Jeunesse, il en ressort que 3 ans après, 4 ans après même, parce que c'était quasiment en début d'année 2020, il en ressortait clairement que c'est un échec. Parce que sur l'enveloppe budgétaire globale que le Cameroun envisage, je pense qu'on parlait d'une centaine de milliards qu'il fallait débourser pour la jeunesse. Je vous envoie le discours. Qu'il fallait débourser pour ce plan triennal spécial jeune. On n'a pas réussi à collecter les 1/4. Les 1/4 de ce qu'on prévoyait. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait que le gouvernement et le président de la République aient une certaine honnêteté pour dire aux jeunes que ce qu'on avait pensé, on a pensé que le plan triennal spécial jeune aurait été une réponse forte que les jeunes attendaient pour justement rebooster ce qu'on devait faire depuis, c'est-à-dire diminuer le taux de chômage de manière considérable au Cameroun. Et ça n'a pas été le cas. Vous voyez encore cette année dans le discours du président, il a parlé de quelques milliers de projets qui ont été financés.
il a parlé de 12 000 projets qui ont permis de créer 22 000 emplois directs. Ben, il continue en disant qu'il est conscient que c'est insuffisant au regard de la forte demande. Et ce mot, le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, l'utilise depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui. D'accord. Et chaque fois, il dit aux Camerounais, il dit aux jeunes que je reconnais que c'est insuffisant, je vais faire mieux. Je reconnais que c'est insuffisant, je vais faire mieux, mais le président ne va pas penser qu'il est au pouvoir éternellement et qu'à chaque fois, les jeunes doivent pouvoir lui faire confiance parce que jusqu'à ce que moi s'en souvienne, pour que quelqu'un d'autre prenne. Non. C'est vrai que vous êtes à l'au-delà de l'impression première. Voilà. Je vous laisse. Oui, je voudrais dire, vous l'avez présenté comme un membre de la société civile. Un monde à venir. Voilà, un monde à venir. Son discours m'étonne, mais en même temps, il ne m'étonne pas. En fait, je voudrais Pourquoi dire son discours m'étonnerait? Non, je me serais attendu à ce que l'évaluation soit objective. Mais quand on a des thèmes comme c'est du réchauffé, ça ressemble un peu au discours que Arlette et Mathurin vont nous tenir tout à l'heure. Ben là, eux, ils seront dans leur rôle. Donc c'est quand même assez surprenant et ça biaise un peu. La société civile peut constater que le président a oui, la société civile peut constater, mais je ne sais pas s'il lui appartient de porter des jugements de valeur. Peut-être faudrait dire mieux qu'elle se déleste de son masque. S'il te plaît, est-ce que tu en as qualité je t'ai écouté, s'il te plaît, je t'ai écouté. Peut-être faudrait-il qu'à un moment donné, certains qui se présentent comme des membres de la société civile et qui, dans la pratique, font autre chose, laissent tomber leur masque pour jouer le vrai rôle qu'ils jouent, de manière à ce qu'il n'y ait pas une dichotomie entre l'appellation ou le cadre dans lequel on les met et la pratique au quotidien. D'accord. Maintenant, je finis, j'entre par le dernier élément qu'il a donné. Il dit, le président reprend un certain nombre de choses et le président dit, il est conscient de ce que, malgré les chiffres qu'il donne, la demande étant forte, on n'a pas pu satisfaire tout le monde. Et il poursuit dans la perspective que je trouve politique en disant, est-ce qu'il pense qu'il sera éternel au pouvoir? Je réponds d'abord à cela en disant que même quand Paul Biya sera parti du pouvoir, les jeunes auront toujours des problèmes, d'autres personnes viendront, essaieront de régler et tout le temps il y en aura toujours, on continuera. Le chômage jeune est une problématique mondiale. Si vous prenez les chiffres aujourd'hui à l'échelle africaine, on va vous dire que en réalité, on a plus de 200 millions de jeunes Africains qui sont au chômage. D'accord? Si on élargit à la situation de sous-emploi, d'emploi précaire, les chiffres sont encore plus élevés. Donc c'est une problématique contre laquelle les pays se battent. Et le Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun a pensé? Vous venez de suivre le discours du président. Le Cameroun, c'est que, le président est bien, c'est que, en réalité, le jeune qui est face au monde du travail a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est la formation. Il faut que le jeune se forme. L'année dernière, il avait annoncé ces centres de formation d'excellence. Il a annoncé. Et cette année, quand il revient nous dire, les centres dont j'ai parlé l'année dernière, je me suis rendu compte que les jeunes n'avaient pas assez de moyens pour y accéder. Eh bien, j'ai demandé que les coûts d'accès diminuent. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas un pas? C'est un pas. D'accord? Donc la jeunesse, c'est la formation, la jeunesse, c'est l'éducation, la jeunesse, c'est la moralisation. Il est impossible de faire un discours à la jeunesse sans reprendre ces expressions. Donc je ne comprends pas l'argument du réchauffé. Il n'y a rien de réchauffé là-dedans, David Moukoudi. Le président de la République est obligé de tenir ce genre de discours. Il est obligé de conscientiser la jeunesse. Il est obligé de dire à la jeunesse, chère jeunesse, j'essaye de faire tout ce que je peux pour que vous soyez formés. Bon, maintenant, il ne peut pas, le président a toujours été sincère avec les jeunes. Il ne peut pas venir leur dire, oui, j'ai fait, c'est suffisant, vraiment, venez applaudir pour moi. Le président dit, oui, j'ai fait. Je suis conscient qu'il y a beaucoup à faire. Je suis conscient que la demande est forte et que c'est insuffisant. Où est le crime? C'est normal. Ouais. Je vais prendre un autre élément de ce discours. J'aurais aimé commencer par le début, mais c'est lui qui désoriente un peu mon approche. Les deux premiers parties. On va aller dans la structuration du discours tout à l'heure. Je voulais juste prendre vos impressions premières. Bon, en fait, comme première impression, je vais me limiter à dire que le président a été, une fois de plus, sincère, vrai envers les jeunes. Il n'a pas fait dans la démagogie, parce que, au moins, là, David Moukoudi ne l'a pas accusé de ça, parce qu'il l'a accusé de tout sauf de ça. Le président a été sincère, comme d'habitude, et c'est quelque chose qu'il faut... le trouver dans le mot. Mathurin, sur... votre première appréciation de cette sortie du chef de l'État dans son message à la jeunesse. Monsieur Biya en est certainement à son avant-dernier discours à la jeunesse. Donc c'est un septennat qu'il a entamé en avant-dernier parce que... Puisque son septennat prend fin
l'année prochaine. Et je pense que, vu son âge et vu n'est-ce pas, le poids des responsabilités qu'il a déjà assumé depuis 42 ans, je pense qu'il lui-même l'a dit qu'il pourrait, n'est-ce pas, éventuellement aller au village. Donc je pense que... Oui, mais là, vous parlez pour lui. Hein? Non, c'est lui qui a dit qu'il va décider. Vous parlez pour lui et pour nous, parce que c'est à nous, militants du RDPC. C'est son avant-dernier discours. Voilà. Si nous le voulons encore, faire comment? Je disais donc son avant-dernier discours à la jeunesse, puisqu'il a tenu celui de cette année. En 2025, il tiendra son dernier discours. Donc, mais malheureusement, on a le sentiment que depuis son septennat qu'il a entamé en 2018, n'est-ce pas, il fait que redire, faire les mêmes promesses, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas d'évolution. Pour un chef d'État, c'est la tendance qu'il nous dise que, bon, au début de mon septennat, le taux de chômage était à tel niveau et qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous en sommes arrivés à un niveau peut-être où la réduction est de tel pourcentage et que avant la fin de son mandat, véritablement, il aurait permis peut-être à 2 millions, à 3 millions de jeunes, n'est-ce pas, supplémentaires, de trouver un emploi décent. Parce que ça, c'est la première préoccupation des Camerounais. Mais véritablement, le sentiment qu'on a, c'est, après avoir suivi tous ces discours depuis plus d'une quarantaine d'années, c'est honnêtement un sentiment où on aimerait inviter les jeunes à prendre leurs responsabilités. Plutôt que d'aller perdre leur vie, dans les mers, dans les océans, il est possible de faire bouger les choses ici au pays. Et pour cela, il faut tout simplement que les jeunes s'engagent définitivement en politique. Il n'y a pas un âge particulier pour vouloir faire évoluer la société ou bien pour vouloir faire avancer les choses telles qu'on souhaiterait qu'elles soient. Donc, on peut avoir des jeunes conseillers municipaux, même d'une vingtaine d'années, des jeunes députés d'une trentaine d'années, ainsi de suite. Donc, les jeunes doivent prendre des responsabilités et s'engager, faire évoluer les choses, faire bouger les choses. Parce que sinon ils seront toujours confrontés à suivre le discours je veux dire, d'un ancêtre, n'est-ce pas, qui viendrait leur dire des choses qui sont véritablement en déphasage avec leur réalité. Arlette, sur votre première impression après cette sortie, un peu plus d'un quart d'heure pour ce message à la jeunesse. D'abord, dans le timing, c'est plus ou moins respecté. Hein. Présent constant dans ce message léger à la jeunesse, il n'est pas aussi long, comme c'est souvent le cas le 31 décembre pour son message de politique générale. Alors, la première impression que j'ai, c'est de dire l'usure du temps. Ça vous fait dire parfois des choses tout le temps et vous ne vous rendez même pas compte que vous vous répétez et que vous dites les mêmes choses de façon continuelle. Vous y intégrez de nouvelles notions, de nouvelles contingences, mais dans le fond, vous nous dites toujours les mêmes choses. J'ai essayé, je n'ai pas forcément réussi, mais je vais donner des instructions parce que c'est, en général, sa phrase finit par ça. Je vais donner des instructions, je vais donner des instructions. Mais ça fait plus de 40 ans qu'il donne des instructions sur plusieurs choses. Et Yves Abama nous dit 200 millions de chômage en Afrique. Bon, voilà donc son résultat avec ses collègues chefs d'État depuis 40 ans. Et le dire, ce n'est ni l'insulter, ni non, mais à l'échelle mondiale, le chiffre existe aussi, hein, on peut le donner. Naturellement, les problématiques de chômage dans le monde sont des problématiques, tous les pays en connaissent. Mais nous sommes sous l'ère des grandes, c'est quoi encore, grandes réalisations, grandes opportunités. C'est grande quoi? Je vais vous répondre. Pour c'est grande, je veux juste que tu m'aides à me trouver. C'est une rhétorique en fait. Je ne veux pas t'aider sur ce point. Si nous sommes à moins d'un an de la fin des grandes opportunités et que nous sommes toujours, chaque année, comme bilan, c'est qu'on a essayé, on a échoué, ça veut donc dire qu'on va arriver à la fin d'un septennat, d'un ensemble d'échecs et on va continuer de prescrire aux jeunes l'avenir. Parce que quand je prenais mes propos, je vous ai dit, la structuration de son discours ne changera pas. C'est-à-dire que ça sera une exaltation et vous avez pu l'écouter. Lui-même, il a exalté en essayant de toucher les jeunes sur la nouvelle problématique des continentaires. Je pense que ça, c'est les nouvelles contingences qu'il a voulu intégrer. Mais on voit dans son discours que le message est déjà figé.
On dit aux jeunes qu'on a fait qu'on a essayé de faire des choses pour eux. Parce qu'il faut le faire. Parce que vous savez très bien qu'avec la problématique de l'augmentation du carburant, il faut aujourd'hui commencer à rassurer les Camerounais sur certains sujets. Et alors, ce discours du 11 février, ce qu'il fallait rassurer, c'est sur les pensions. On dit aux Camerounais que bon, si le taxi n'a pas augmenté, ça rassure les Camerounais. Bon, vous les jeunes, on va aller dans les centres d'excellence. J'ai eu la chance, c'est pas l'année dernière qu'on a créé les centres d'excellence, ils existent depuis. Non, je n'ai pas dit ça. Ils existent depuis. Et certains sont, effectivement, ces centres d'excellence, certains sont vides parce que justement, les coûts sont tellement exorbitants, ils sont souvent dans des zones très reculées et c'est difficile d'y aller avec des coûts. Et à la fin, sortir de là, sans avoir un emploi, c'est compliqué. Mais à la fin, nous parlait encore enfin de l'import substitution. Moi, je me demande si cette fameuse problématique-là va véritablement être comprise par ceux qui le balancent. C'est-à-dire que l'import substitution, on va intégrer ça réellement dans notre façon de voir, dans notre façon de faire la politique. Bon, lui, il a déjà commencé l'import substitution. Il faut le dire, ça fait longtemps qu'il ne va plus à l'étranger trop se soigner. Donc, ça veut dire qu'il a déjà intégré on peut faire tout sur place. D'accord. Alors, si on prend donc le contenu, d'abord sur la forme, et là je commence avec vous Yves. Le président choisit de commencer par le sport. Ça aurait été logique qu'il sait peut-être si on était, nous sommes la veille de la finale, si on était en finale, ça aurait été logique si on était champion d'Afrique. Je veux dire, ça se serait bien compris, mais le chef de l'État commence par la Fédération camerounaise de football et la performance des Lions indomptables. Y a-t-il un message singulier, particulier? Faudrait-il tirer les leçons de la prestation de l'équipe nationale? Que veut dire Biya, le président de la République, à travers ce choix-là? Non, je veux dire que quand vous regardez le discours déjà dans son ensemble, vous vous rendez compte que le président a touché au point, aux questions essentielles, aux questions qui intéressent les jeunes au plus haut point. Qu'on aime le football ou pas, on sait que c'est une question qui préoccupe beaucoup la jeunesse. Mais vous allez regarder, le président a un raisonnement graduel. C'est-à-dire que, je vais dire, il va... Quand il a choisi ses centres d'intérêt des jeunes, il commence à les traiter des moins importants vers les plus importants. C'est-à-dire que de tout ce qui s'est passé, le football, il estime que c'est le moins important. Donc, sauf que le football, ça fait foule. Le football, ça intéresse beaucoup. Et le président salue d'abord la dignité des Camerounais qui perdent et acceptent qu'ils ont perdu, ne se lancent pas dans les excès qu'on a vus de part et d'autre. Vous êtes au courant de ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous savez qu'un Ivoirien a perdu la vie simplement parce qu'on a perdu un match de football. Donc on n'a pas entendu ces choses ici au Cameroun. Les Camerounais sont rentrés sans problème, et c'est normal qu'on salue la dignité que nous avons eue dans la défaite. Il y a des excès qu'on peut tolérer dans la victoire, mais quand on perd et qu'on refuse de se laisser aller, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, quel est le message qu'il envoie? Vous avez bien entendu un certain nombre d'acteurs du football et même en dehors déverser des critiques les plus acerbes sur la gestion de notre football. Et là, le président vient d'envoyer un message. Le président dit, attention, on va essayer de regarder de près. Il dit qu'il a donné un certain nombre de directives à monsieur le ministre des Sports. Il faut qu'il essaie de regarder parce que, certes, il n'y a pas de sport, il n'y a pas que le football comme sport dans notre pays, mais comme il intéresse le grand nombre, il faut qu'on essaye de mettre un peu d'ordre là-dedans. Je pense que le message est assez clair pour les acteurs du football. C'est pour dire que si, quelque part, il y avait une récréation, en réalité, il faut y mettre un thème le plus rapidement possible. Et il dit que le trésor public, dans ce contexte difficile, a beaucoup contribué à ce que le football se fasse dans de bonnes conditions. Donc, on ne peut pas accepter que le trésor, dans ces conditions, saigne autant et que nous n'ayons que ça. En réalité, le président est en train d'annoncer, je ne vais pas dire le bâton, mais un certain tour de vis, une certaine mise au pas des acteurs du football, quand on dit une certaine mise au pas. On retourne vers une ingérence? Non, pas une ingérence. Pas une ingérence. Vous savez que toutes ces fédérations-là appartiennent à l'État, donc ce n'est qu'une espèce de délégation. On délègue, c'est pas... Non, on ne s'ingère pas, mais on essaie de prendre un certain nombre de mesures pour que les choses, ce qui se fait de ce côté, soit fait dans les règles là. Je suis le premier je m'opposerai
premièrement, à toute ingérence. Mais je dis, lorsqu'on a financé, il faut qu'on ait un droit de regard. D'accord. Parce qu'on a des comptes à rendre aux Camerounais. Sur la forme, le choix du président, commencer par les questions liées au sport, alors que la problématique plus pertinente, et il le reconnaît d'ailleurs, des questions structurelles plus tard sont abordées dans ce discours. Comment vous l'interprétez? Oui, là je peux au moins partager l'avis de Yves, qu'il a commencé par les sujets les moins importants, et effectivement l'élimination de l'équipe nationale à cette compétition, la CAN, c'était justement le sujet le moins important pour les jeunes actuellement. Et le choix de commencer par ce sujet, je pense que c'était pas anodin, et je voulais aller dans ce sens pour dire que j'ai retenu à l'intérieur un message fort que le président de la République a envoyé non seulement aux footballeurs, mais également à l'équipe dirigeante qui est au niveau de la FECAFOOT, parce qu'il a utilisé les thèmes comme quoi lorsque on n'a pas été préparé, il ne faut pas s'attendre aux performances. Il a dit que lorsque vous allez dans un certain désordre, il ne faut pas s'attendre aux performances. Donc, il a essayé de montrer en quelque sorte de dire aussi aux Camerounais que j'ai observé ce qui s'est passé, et de mon analyse, j'ai vu effectivement qu'il y a eu de l'impréparation, il y a eu du cafouillage, et donc il était normal que vous n'alliez pas loin. Et ce qui est là, il faut en tirer des conséquences. Il fallait qu'il envoie ce message pour dire qu'il faut en tirer des conséquences. Tous ceux qui ont contribué à ce que l'équipe nationale n'ait pas une belle performance à cette compétition doivent justement tirer les conséquences de leurs actes. Maintenant, les autres sujets qu'il a essayé d'aborder de manière graduelle, effectivement, sont des sujets très importants. Mais pour ma part, il y a un hic. Avant d'entrer dans le fond sur le sujet par lequel il a terminé, je vais prendre le sujet qui concerne la migration. Que ça devient déjà une habitude pour le président de la République de dire aux jeunes, en quelque sorte, j'ai estimé que c'est une menace par là, de dire que tous ceux qui sortent, sachez qu'il y a d'autres qui arrivent au Cameroun. Il faut d'abord que le président intègre que la migration est un droit. C'est un droit. On a le droit d'aller et venir. C'est dans notre constitution. Et nous avons ratifié les instruments au niveau international qui demandent à ce qu'il y ait la liberté d'aller et venir. À partir de ce moment-là, on n'a pas à faire de discours sur ceux qui partent et qui viennent. On a plutôt à interroger pourquoi est-ce que les gens partent. Parce que le constat est là. On a pensé que, peut-être que il faut donner un emploi aux gens pour qu'ils ne partent plus. On voit très bien que les camarades et les collègues de Yves Abama sont ceux qui partent le plus, c'est-à-dire les enseignants. Ils sont ceux qui partent le plus. Médecins. Pourquoi est-ce qu'ils partent? C'est quoi le fond? C'est ça que le président devrait interroger, que de menacer les jeunes en leur disant que tel vous partez, c'est comme ça que d'autres arrivent. Donc ça veut dire qu'il fait beau vivre. Non, la menace se situe à ce niveau, c'est que si nous faisons l'analyse justement de ceux qui viennent majoritairement au Cameroun, je vous dirais que les pays qui se portent le mieux que le Cameroun, vous trouverez, c'est-à-dire qu'un faible taux de leurs représentants. Les Nigérians sont mieux que le Niger, mieux que le Cameroun. On va pas ouvrir le débat. Non, c'est les éléments de comparaison qu'il faut utiliser. D'accord. Et sur la question justement du chômage que Yves va essayer de dénoncer tout à l'heure, c'est une contingence au niveau international, au niveau africain. Mais attention, il faut nuancer ce discours parce que la proportion par rapport aux populations n'est pas la même partout. Si vous prenez le chômage dont on parle en France, vous voyez le taux de chômage qu'il y a là-bas, ils ont aussi des problèmes de chômage. Mais vous prenez leur taux, vous comparez par rapport à la population, et vous prenez le taux chez nous aussi au Cameroun, vous comparez par rapport à la population, il n'y a pas photo. Sur la question, il n'y a pas photo à faire pour dire qu'il y a 200 millions de chômeurs en Afrique. Sur la récente augmentation... Mais même sur l'échelle africaine, vous constatez que je vous prends la moyenne, mais c'est aussi parce que la vérité est là, oui. Je sors par là pour dire à Yves que c'est parce qu'en Afrique, on a aussi les gérontomes. Vous savez, c'est le discours, ça a quand même une forme, c'est pas forcément un débat, un échange, chacun apporte son analyse, sans forcément faire des échanges... en B2B. Alors, Arlette, le chef de l'État est revenu sur la récente augmentation
c'est vrai que chez eux, ils parlent de réajustement, même si justement le réajustement va dans le sens de l'augmentation, des prix des carburants à la pompe. Ils voudraient rassurer les parents, rassurer la jeunesse camerounaise. Je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant effectivement de cette augmentation, le chef de l'État rappelle que c'était une opération inévitable, mais que les dispositions ont été prises pour que les conséquences soient contenues et que éventuellement la jeunesse camerounaise n'en paie pas grandement le prix. Vous partagez la même analyse que le président de la République sur cette question? Naturellement pas. Donc vous êtes l'augmentation du prix du carburant. Vous êtes par principe en opposition sur tout ce que le président a dit. C'est la première fois que ça vient. C'est bien de l'apprendre. C'est la deuxième fois que vous le faites naturellement. C'est bien quand c'est vous qui êtes naturellement opposant. Donc, bon, je vous laisse poursuivre. C'était juste pour la titiller. Merci. Alors, comme je disais, naturellement, non, on aurait pu et on aurait dû faire mieux. L'augmentation n'est en réalité que les choix stratégiques qui ont été faits ces 10-20 dernières années, mais ça a surtout été la conséquence d'une peut-être manque de volonté de faire les réformes nécessaires, notamment la Sonara qui a brûlé et qui aujourd'hui, on nous dit, ce sont effectivement les raisons les plus en vue pour les questions du prix du carburant. Mais on ne peut pas toujours arriver à la fin d'une politique. C'est-à-dire que vous mettez sur pied, vous faites des planifications où vous estimez que vous allez vous en sortir. Et à la fin, vous ne vous en sortez pas chaque année et vous venez dire aux gens, non, c'est une augmentation qui est inévitable, nous n'avons pas le choix parce qu'effectivement, les bailleurs de fonds nous disent qu'effectivement, c'est la démarche à entreprendre. Malheureusement, c'est la démarche à entreprendre quand on met sur pied des politiques publiques qui ne répondent pas et qui ne cadrent pas au réalisme. C'est-à-dire qu'on a du pétrole chez nous, mais on est dans l'incapacité depuis pratiquement 60 ans de transformer, parce que jusqu'à présent, la raffinerie, bon, on ne raffinait pas, on distillait juste. Donc c'était juste une petite phase de transformation avant de l'exporter. Et on décide comme ça, et on a décidé comme ça pendant plus de 60 ans, que nous allons, pendant plus de 40 ans plutôt, nous allons simplement distiller. Et on va faire importer plutôt ce qui vient d'ailleurs. On va utiliser ça au quotidien. On se rend compte de l'impact que ce carburant ou bien ce pétrole a au quotidien. Mais ça fait pratiquement 40 ans qu'on laisse pourrir. Et bien, à la longue, c'est logique que les bailleurs de fonds vous disent en fait, arrêtez de subventionner. Arrêtez de subventionner parce qu'effectivement, vous ne pouvez plus supporter cela. Bon, on parle même de subvention, même la subvention, il faut revenir dessus parce que même quand on essaie de voir ce qu'on appelle subvention, on va se rendre compte qu'un produit qui est soi-disant subventionné, mais les taxes sont toujours aussi importantes, on se demande même à quel niveau. Mais je dirais simplement qu'on n'est pas... Vous allez m'excuser mon trop cadre d'opposition, de m'opposer à tout ce qui est opposition, mais... C'est ton rôle, ne t'excuse pas. Non, peut-être que ça le dérange un peu. Non, pas du tout, je faisais juste un constat. Je voulais te titiller juste. Je faisais juste un constat. Moi-même, j'essaye de titiller aussi. Mais je vais aussi revenir sur la question d'immigration, parce que là, c'est une problématique qui, je pense... Qui préoccupe énormément. Oui. Lorsque vous arrivez, dans les années 90, lorsqu'on décide de baisser les salaires, on a une vague migratoire qui s'en va et les raisons sont purement économiques. Et on a, que ce soit les personnes du secteur informel ou même du secteur formel qui s'en allaient, c'est parce qu'effectivement, le choc était très important. Et depuis ces années-là, la plupart des migrations étaient essentiellement pour des questions économiques, c'est-à-dire que des étudiants qui s'en allaient en début de formation, ils allaient finir leur formation. Des étudiants qui ont fini de fréquenter peut-être au Cameroun n'ont pas trouvé d'emploi, ils se disent, bon, on va aller continuer un peu. Et c'est ceux-là qui partaient. On avait ce qu'on a appelé au quartier des Beaux-Ailleurs qui allaient. C'était un peu ce type
de migrants. Et bien sûr, ceux qui avaient des situations un peu plus coussies ou coussies ne se déplaçaient pas véritablement. Il y en avait, mais ce n'étaient pas les plus récurrents. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Ceux qui s'en vont dans la migration normale, c'est ceux qui ont normalement des situations assez, on peut dire, confortables. Vous vous rendez compte que des jeunes médecins, c'est-à-dire des personnes qui ont été formées pendant plus de 7 ans à 10 ans, qui décident après avoir exercé, lorsqu'ils sont au meilleur de leur forme, c'est là où ils décident de s'en aller. On a dans ce secteur, que ce soit dans le secteur public ou privé, c'est devenu quelque chose de très récurrent. Et c'est parce qu'aujourd'hui, les discours, ça ne suffit plus. Les promesses, ça ne suffit plus. Et on n'arrive même plus à retenir ceux qu'on retenait avant, ceux qui avaient quand même une éducation assez importante, ceux qui avaient quand même une situation assez confortable. C'est eux qui ne veulent plus rester parce qu'ils en ont marre. Et quand on en a marre, on a beau avoir des discours de promesses, ces discours ne passent plus. Ce n'est pas parce qu'on veut pas, on n'a pas du respect pour le président de la République, c'est qu'au quotidien, on n'y croit plus. On n'a plus envie d'y croire. On n'a même plus la force d'y croire. Et quand vous n'avez pas la force de croire en quelque chose, peu importe si la formule est bien choisie, si les mots sont flétris, si on n'a plus la force et on veut partir. Et les beaux discours et les contraintes que vous donnerez ne vont simplement faire en sorte que les gens vont trouver d'autres couloirs, mais ils vont partir. Mais la conséquence, elle est réelle. Le président l'a dit, c'est les nombreux étrangers qui viendront remplacer les Camerounais, en fait. C'est à ça maintenant qu'on est réduit. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de séduire les Camerounais et maintenant on leur dit, bon, si vous partez, on va vous remplacer. Mais nous, on attend qu'ils partent depuis. Je vais vous prendre sur la question de l'éducation. C'est ce que je ferai avec Yves tout à l'heure. D'ailleurs, je rappelle qu'il est enseignant. Alors, sur cette question, le président, évidemment, il fait d'abord le bilan, une forme de bilan résumé des différentes actions du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Paul Biya rappelle que c'est la plus grande part du budget de l'État pour souligner l'importance que les pouvoirs publics accordent à ce secteur, mais surtout, le président a instruit le gouvernement de mettre en place un mécanisme compétitif, ce qu'il a appelé le projet d'appui au développement des enseignements secondaires et des compétences sur la croissance et l'emploi. Quand on regarde ça, on enseigne à moins que de façon plus ou moins permanente, depuis environ 6 mois, récurrente, il y a les différents mouvements des syndicats, OTS, CK, OTA, qui sont tous les jours à faire des revendications, rappeler les insuffisances des pouvoirs publics. De ce point de vue, le message du président de la République est-il réceptif? Est-ce que vous avez le sentiment que les enseignants s'y reconnaissent? N'y a-t-il pas plus d'efforts à faire pour ce corps de métier qui conditionne d'ailleurs l'avenir d'un pays? Effectivement, comme vous dites, c'est un corps de métier qui conditionne l'avenir. Et malheureusement, on a le sentiment que toutes les politiques publiques qui ont été mises sur pied par le gouvernement de la République jusqu'ici n'ont pas produit des résultats totalement satisfaisants. Satisfaisants pour d'abord les enseignants, parce qu'on les voit tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train d'organiser les grèves. Ça veut dire que ce que le gouvernement met sur pied comme politique ne résout pas véritablement, ne les amène pas à travailler dans des conditions véritablement satisfaisantes. Et on l'a dit tout à l'heure en parlant des migrations, aujourd'hui, parmi ceux qui émigrent le plus, qui sortent le plus du Cameroun, ce sont les enseignants. Donc, vous comprenez donc on est dans une situation où nous finirons par manquer d'enseignants pour encadrer notre jeunesse et que, bien entendu, dans ces conditions-là, et même cette jeunesse-là ne pourra plus rester au pays. Monsieur Biya en est réduit aujourd'hui, 42 ans après, à supplier les Camerounais à rester au Cameroun, à supplier les Camerounais à ne pas partir. Pourtant, c'est lui qui a créé les conditions, n'est-ce pas,
qui imposent aujourd'hui le mal-vivre aux Camerounais dans leur propre pays. Donc quand un chef d'État arrive à cette situation où il dit à ses concitoyens, regardez, voilà les Chinois qui viennent au pays, voilà les Maliens qui viennent au pays, voilà les Nigériens qui viennent comme vous partez donc pourquoi vous restez. Donc il en est réduit à supplier les Camerounais, à supplier les jeunes de ne pas partir de ce pays. Et pourtant, on sait que quand vous voulez, lorsque vous voulez véritablement que vos concitoyens participent au développement de la nation, vous mettez sur pied les conditions afin qu'ils le fassent. Les jeunes aujourd'hui, ceux qui ont un emploi, ces fameux emplois qu'on appelle le bensikin, avec quoi est-ce qu'ils vont véritablement maintenant travailler? Avec, bien sûr, c'est le carburant qui est la matière première. Lorsque le carburant est augmenté, vous comprenez que même le peu que ces jeunes-là gagnaient à travers les prestations journalières, n'est-ce pas, le carburant vient ronger une bonne part du bénéfice qu'ils avaient à longueur de journée. Et ça impacte ainsi sur toute la population. Ce sont les jeunes agriculteurs dans les zones rurales qui ont besoin peut-être du carburant, ont besoin de voitures pour déplacer, pour transporter leurs marchandises, qui se retrouvent en difficulté parce que le coût du transport va augmenter. Donc cette augmentation du carburant impacte toute la société. Et vous ne pouvez pas dire aux gens, vous leur annoncez une si mauvaise nouvelle, mais vous avez le sentiment comme si ils doivent tout simplement accepter cela parce que il n'y avait pas une autre solution pour pouvoir résoudre ce problème. On a l'impression véritablement que les Camerounais sont anesthésiés. Parce que je n'ai même pas suivi un seul syndicat publier une note pour dénoncer et condamner cela. D'abord, d'habitude, on voyait les syndicats des transporteurs, les syndicats, les syndicats, tous les syndicats qui sont liés, n'est-ce pas, à l'utilisation permanente du carburant, protester, dénoncer cela, malgré le fait qu'ils ont même tout simplement été appelés le jour où l'annonce, ou alors l'annonce devait être faite peut-être à 17h, on les a conviés à une rencontre avec des ministres pour leur annoncer que l'augmentation du carburant aurait lieu. Donc de façon désinvolte, on leur a dit cela comme ça, et à 17h, on nous a annoncé ça au journal. Vous comprenez que, véritablement, dans de telles conditions, on ne peut pas être à l'aise de vivre dans ce pays. Et moi, je dis aux jeunes, puisqu'il s'agit d'aujourd'hui, regardez sous d'autres cieux. On a un Premier ministre qui a 34 ans aujourd'hui dans un pays en hexagone. Vous pensez que ce jeune devient Premier ministre à 34 ans? Pourquoi? Donne toute son information. Mais parce qu'il a de l'ambition. Parce qu'il a de l'ambition. Ayez de l'ambition pour votre pays. Rêvez d'être maire, rêvez d'être député, rêvez d'être ministre. Vous ne pouvez pas démissionner, abandonner ce pays aux septuagénaires. Aux gens qui n'ont que poussé l'ambition de préparer je vais dire quoi, une tombe qui va les ensevelir. Donc, n'abandonnez pas, prenez vos responsabilités, prenez votre engagement. Ce pays appartient à la jeunesse et la jeunesse doit aussi prendre le pouvoir. Yves, alors, je maintiens la question sur les enseignants, sur l'éducation, oui. Mais je poursuis. Le président, après avoir évacué la question de l'éducation, encourage la jeunesse à l'auto-emploi, conscient de ce que, quels que soient les efforts qui pourront être faits, on ne pourra pas, évidemment, les pouvoirs publics, la fonction publique ne pourra pas emmagasiner, recruter toute cette jeunesse dynamique-là. Et d'ailleurs, il rappelle le programme de promotion de l'entrepreneuriat qui a contribué à la création de plus de 12 000 nouvelles entreprises en 2023, celles-ci ayant généré 22 000 emplois. C'est quel type d'emploi? Des mototaximans, des salons de coiffure? Non, ce sont des emplois, hein, ce sont des emplois comme tout autre emploi. Je voudrais même vous inviter. Je voudrais vous inviter à aller parcourir un peu la page du Forum national de la jeunesse, c'est ça. C'est-à-dire qu'au cours de l'année 2023, pourquoi je vous envoie, voilà, merci, l'Observatoire national de la jeunesse, au cours de l'année 2023, ils se sont distingués par la distribution des fonds
des matériaux, d'un certain nombre d'éléments à la jeunesse. Et j'ai suivi l'interview d'un jeune, je ne sais pas s'il avait 20 ans, qui disait qu'on lui a remis une machine à laver, on lui a remis un sèche-linge parce qu'il avait monté un projet. Il disait que lui voulait faire dans le pressing. Donc on a acheté d'abord le matériel de base, on lui a donné, il nous a dit que dans son propos, la semaine prochaine, il viendrait chercher un autre matériel. En réalité, quand le président parle de l'auto-emploi, pourquoi vous ne regardez que le Bensekin? Il y a tellement de choses et ça dépend des individus, ça dépend des jeunes. Que des jeunes soient capables au quartier de monter les projets, de se faire accompagner par des aînés experts et de les soumettre. Voyez? Donc, beaucoup de projets ont été accompagnés. Et c'est là où le président a dit, ça ne veut pas dire qu'on a tout fait. Hein. On a fait, mais il reste beaucoup à faire. Au lieu de dire aux jeunes, non, ne croyez pas, il n'y a rien de ce côté. Dites aux jeunes, allez essayer, allez déposer vos projets. On étudie, quand on se rend compte que c'est un projet sérieux, on accompagne. Peut-être l'accompagnement peut ne pas être aussi optimal qu'on le souhaiterait tous, parce que chacun ici aimerait qu'on l'installe de manière assez confortable pour qu'il ne souffre pas assez. Mais on accompagne quand même, c'est un début. Maintenant, je voudrais, avant de répondre à votre question sur l'éducation, je voudrais dire un mot sur la question de l'augmentation des prix du pétrole, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Je voudrais rappeler ici que le 25 septembre 2025, il y a un journal international que vous n'accuserez pas d'être pro-régime, Jeune Afrique, qui annonce que les gouvernements africains et leurs partenaires internationaux sont en train d'aller vers la fin des subventions. Parce que les partenaires nous disent quoi? Les partenaires nous disent que, en réalité, vous ne pouvez pas continuer à subventionner, ça coûte cher. Et je rappelle, parce que quelqu'un va nous dire pourquoi toujours les partenaires, je rappelle que le pétrole est sous surveillance internationale. Aucun pays, surtout en Afrique, ne décide des prix du pétrole. Il faut surtout rappeler que nous sommes sous asphyxie financière de ces instances. Vous l'avez rappelé, déjà. Donc, ça fait que le 25 septembre 2023, quand Jeune Afrique fait cette annonce, 2 ou 3 mois après, c'est le Nigeria qui ouvre le bal. Le Nigeria ne diminue même pas les subventions, il les supprime totalement. Qu'est-ce qu'on a? Inflation, hausse des prix, tout ce qu'on est en train de vivre, tout le discours qu'on entend au Cameroun aujourd'hui. Après le Nigeria, c'est la Tunisie qui suit. Après, en réalité, c'est pour ça que le président disait tout à l'heure que c'est une augmentation qu'on ne pouvait pas éviter. On ne pouvait pas l'éviter. Maintenant, j'entends des gens dire que, et Alette a un peu repris ça, parce que j'ai entendu ça de la bouche de son leader. On nous dit qu'il y a 25 taxes, ou que c'est quoi là sur le pétrole, qui font qu'on essaie d'accroître les prix. Je le redis encore, le pétrole est sous surveillance, personne ne fixe les prix seul. Il y a eu un débat sur les antennes de la CRTV, où un de tes camarades, je pense qu'il est ton vice-président, le docteur Kagde, était opposé à l'honorable Essumba Bengono, et il a été en difficulté sur cette affaire de 26 taxes. On lui dit, mais vous avez dit qu'il y a 26 taxes sur le pétrole, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes? Le docteur Kagde se reprend, il dit non, il n'a pas dit 26 taxes, il a dit 26 taxes et services. C'est-à-dire que tous ceux qui vous chantent qu'il y a 26 taxes sur le pétrole, lorsqu'ils viendront sur vos plateaux d'Ipita, demandez-leur simplement de vous citer 10 taxes sur ce pétrole-là. Je vous assure, ils ne vont pas y parvenir. Mais ils se plaisent à le dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de taxes. Bon, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y en a pas. Cabral Libyan a cité 10. Tu peux les reciter ici? Non, mais ou alors, c'est moi, s'il te plaît. Il a une représentante sur le plateau. Je pense qu'il peut envoyer... J'ai suivi ce débat. Je vous dis qu'il en a cité 10. Ok. Donc, je voudrais dire ça veut dire qu'il n'y en a pas. Réalité, non. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Je suis en train de démontrer... Tu perds le temps sur les chiffres. Je suis en train de démontrer, s'il te plaît. Comment tu dis qu'on perd le temps sur les chiffres? Je demande juste. S'il te plaît. Je suis en train de démontrer le caractère affabulatoire du discours qui veut que ce soit le Cameroun en interne qui a décidé de l'augmentation du pétrole. Parce qu'il y en a qui disent c'est inacceptable, comment les Camerounais peuvent accepter ça. Ça fait partie d'un de ces chocs extérieurs que nous subissons. Maintenant, le gouvernement conscient de ce que nous subissons, ce choc, qu'est-ce qu'il a fait? Le gouvernement dit ok, au lieu de supprimer immédiatement, je diminue. C'est parce que donc, d'année en année... Parce que le Gabon a tellement d'argent qu'ils ont baissé. Non, s'il te plaît, David. C'est pas voilà, systématiquement un débat voilà, et il me donne l'occasion de faire une autre précision. Dibita. Le parallèle qui est fait. Voilà. Le Cameroun, s'il te plaît, en Afrique centrale, le Cameroun est producteur de pétrole, comme on dit. Le Cameroun est le plus petit producteur d'Afrique centrale. Et je vous donne les chiffres pour que vous compreniez la différence qui ne se fait pas des autres, qu'on se permette un certain nombre de comparaisons. Pendant que le Cameroun produit 70 000 barils jour,
Le Gabon et la Guinée sont à plus de 300 000. D'accord? Plus de 300 000. Regardez la distance qui nous sépare. Donc, ils ont des marges qu'ils peuvent se faire que le Cameroun ne peut pas se permettre. Et puis quand vous prenez le fait que la demande intérieure, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée, est beaucoup plus faible qu'au Cameroun, je ne veux même pas parler de la densité populaire, vous comprenez qu'il y a des comparaisons qu'on n'ose pas. Si vous voulez faire une comparaison, allez à RD Congo. La RD Congo est le 3e producteur africain. Or, actuellement, la RD Congo a un prix à la pompe supérieur à celui du Cameroun. Vous pouvez expliquer ça? Je vous le redis encore. On dit beaucoup de choses sur le pétrole. Quand le président, un chef d'État ne sort pas pour dire n'importe quoi. Quand le chef d'État vous dit c'était inévitable, c'était pas à cause de nous. Maintenant, je reviens sur la question de l'éducation. Parce que il y a des chiffres qui ont été donnés relativement à l'immigration. En fait, pas des chiffres, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Et c'est vrai, les enseignants, les médecins sont parmi ceux qui sont le plus. Je peux comprendre. C'est-à-dire que quand on dit à un travailleur camerounais qu'au Canada ou je ne sais trop où, il peut être payé 3, 4, 5 à 6 fois mieux qu'il ne l'est au Cameroun, c'est naturel qu'il veuille partir, c'est compréhensible. Et dans le propos du président tout à l'heure, j'ai aimé la petite contradiction entre David et Mathurin, parce que David dit il a menacé, Mathurin dit non, 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 il a supplié. Bon là, je vais plutôt insister, les téléspectateurs comprennent. En réalité, le président n'a menacé personne. Et si le président a même supplié, c'est tout à son honneur. Dit à ses concitoyens, voilà, vous ne pouvez pas partir, restons, faisons le pays ensemble. Mathurin, je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun, un des problèmes qu'il a avec ses partenaires internationaux, c'est quoi? C'est qu'on lui reproche d'avoir une fonction publique pléthorique. C'est-à-dire que si vous faites une comparaison, pays de même taille, je prends cette comparaison avec la Côte d'Ivoire et chacun peut vérifier, vous verrez que nous sommes à près de 400 000 fonctionnaires quand la Côte d'Ivoire est autour de 200 000. Conséquence, de ce côté, vous vous rendez compte que les fonctionnaires sont payés pratiquement 2 fois plus. D'accord? Pour que le Cameroun arrive à ce genre de salaire, il faut qu'on essaye de diminuer les effectifs. Ce qui n'est pas évident dans un pays où on cherche à donner un emploi, entre guillemets, décent à chacun. Ce sont des choix économiques, peut-être des choix qui peuvent nous mettre en difficulté, peut-être des choix qu'on peut discuter de part et d'autre, mais ce sont des choix. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, que les Camerounais sortent, que les enseignants, que les médecins aient envie de sortir, c'est humain. Mais n'interdisez pas au président de la République de dire aux Camerounais qui veulent sortir, chers Camerounais, ne sortez pas, parce que notre pays ne manque pas d'attractivité. La preuve, pendant que vous êtes en train de partir, les autres viennent. En 10 minutes, on va sortir de cet échange autour du message du président de la République à la jeunesse camerounaise, à la nation, à l'occasion de cette 58e édition de la Fête de la jeunesse. Alors, il y a donc 2 phénomènes que le président a relevés, en dehors de tous les apports et toutes les avancées dans les prises d'initiatives gouvernementales. Il y a cette question de l'exode, mais il y a surtout ce brouhaha, cette dépravation des mœurs que connaît notre jeunesse et dont l'un des éléments est l'exaspération des contenus sur les réseaux sociaux, des invectives à n'en plus finir entre jeunes à longueur de journée. Alors si on met les deux là en parallèle, David, est-ce qu'à travers cela, le président se dit finalement, c'est aussi le constat d'un échec pour une certaine partie de la jeunesse, c'est ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, ceux qui ont eu des diplômes mais ne peuvent pas trouver de l'emploi, ne peuvent pas s'auto-employer. Est-ce que ces indices-là ne montrent pas une jeunesse un peu désespérée? C'est pour sortir, hein, oui, on a pour chacun environ 1 minute 30. En quelques secondes, je vais aborder la question en rebondissant d'abord sur la question de l'auto-emploi. Parce que lorsqu'on parle de l'auto-emploi, depuis un certain moment, c'est dans le discours du président de la République. L'auto-emploi, pourquoi? Est-ce qu'il s'agit de l'auto-emploi pour dire que nous avons donné 12 000, financé 12 000 projets directs? Dans les 12 000 projets directs, il s'est agi de donner peut-être une enveloppe de 2 millions à chaque jeune pour que ça produise quoi dans le long terme? Parce que c'est la même chose sur la question de l'import substitution. Qu'on se pose à chaque fois de savoir que, ok, nous voulons arrêter de consommer ce qui vient de l'extérieur. Mais quelle est la réelle politique d'encouragement qui a été mise sur pied
pour favoriser la production locale, pour que celle-ci soit compétitive. Pas une production locale qui dise que nous avons produit, on a financé un jeune qui produit 5 000 tonnes de cacao, ou bien on a donné 2 millions à tel autre jeune pour qu'il ouvre un salon de coiffure, on a donné 3 machines à écraser à tel autre jeune pour qu'il ouvre je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est ça? C'est ça le Cameroun que nous voulons. Le Cameroun où on donne à chaque jeune 2 millions pour aller se débrouiller, ou on veut un Cameroun qui pense dans le long terme, c'est-à-dire qui pense mettre sur pied des structures. Tout à l'heure, j'ai demandé à Yves de nous citer seulement 2 noms d'entreprises parmi les 12 000 qui ont été créés. Il ne peut pas les citer. Et si vous allez là dehors, vous n'en trouverez pas. Ce qu'on appelle entreprise là justement, c'est ça, c'est que on donne 2 millions à un jeune qui a monté son projet effectivement parce que il allait voir des grands frères qui s'y connaissent en montage de projet, qui a monté son projet, son business plan. On lui a donné 2 millions pour aller ouvrir son salon de coiffure qui, vous évaluez, quelques mois plus tard ne va pas prospérer. J'en connais plusieurs qui ont reçu 1,5 million, 2 millions pour ouvrir les restaurants, les salons de coiffure, qui au bout de quelques mois n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas eu un suivi derrière ça. Après qu'on ait donné l'argent à ces derniers, il n'y a pas eu un accompagnement sur comment est-ce qu'ils peuvent tenir même l'activité qu'ils ont proposée. Parce que justement, l'idée, c'est qu'on n'avait pas une vision réelle derrière ça, c'est ce qu'on veut faire justement du développement. Allez tout finir. Et donc, pour revenir à la question de la dépravation, vous savez, il y a une image que nous on aime souvent utiliser dans la société civile, c'est que, et Yves Abama qui est enseignant doit le savoir, le premier échec, c'est-à-dire que quand un enfant, un élève échoue à l'école, le premier responsable c'est son enseignant, c'est pas l'élève. C'est vrai. Parce que c'est lui qui doit avoir toutes les marges de manœuvre pour amener l'enfant à ne pas échouer. Donc quand l'enfant échoue, c'est d'abord l'enseignant qui doit se questionner, savoir que qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire, comprendre à cet enfant pour qu'il arrive à l'échec. Je pense que c'est la même posture que notre président de la République et tous ceux qui gouvernent le Cameroun devraient avoir de savoir pourquoi est-ce que d'année en année, les Camerounais estiment que notre gouvernance a échoué. Peut-être en ce moment-là, ils auront les vraies réponses. D'accord, David. Et ils sauront ce qu'il faut faire. À l'aide sur la question de l'exode, en termes de conséquences, vous êtes déployé grandement là tout à l'heure, mais je veux dire en termes de constats et de conséquences fait par le président, et aussi sur la question des dépravations des mœurs. Et ce sera également en guise de mot de fin pour ce plateau. La question des dépravations des mœurs, c'est une question qui est assez complexe avec l'avènement du numérique parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont, on va dire, à la ramasse sur ces questions-là parce que le numérique reste encore quelque chose d'assez complexe à contrôler. Et malheureusement, l'éducation numérique qui devrait suivre n'est pas encore totalement à la hauteur. Et malheureusement, les jeunes ou les citoyens en général ont commencé à utiliser ces ensembles, ces outils-là, non pas pour progresser, mais en fait pour faire régresser la société. Parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs se retrouvent sur les réseaux sociaux à dire tout et n'importe quoi. Mais vous me permettrez quand même en 30 secondes de faire un parallèle en rappelant à Yves Abama sur la question du prix du carburant. Il nous a fait un magnifique pont entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire en nous disant effectivement les Ivoiriens n'ont que 200 000. Oui, mais le problème avec le Cameroun aujourd'hui, c'est que lorsque nous faisons des projections de développement, de croissance, on ne les atteint pas. On a fait des projections de 5% au moins pendant 10 ans, on est à moins de 5%. Par contre, la Côte d'Ivoire est à un taux de croissance de 7%. Vous n'allez pas bien payer les gens. Vous n'allez pas payer les gens. Avec pourquoi? quel taux d'endettement? Le problème, c'est ça, c'est que nous avons un taux d'endettement. Vous parlez du taux d'endettement, mais c'est un pays qui revient d'une guerre et en 10 ans, ils ont fait des planifications. Nous aussi, nous avons eu la dette intérieure qui a doublé. Nous avons aussi cette dette extérieure qui est aussi en train d'évoluer. Donc ça veut donc dire qu'en réalité, vous ne tenez pas ce discours. En réalité, vous faites sont 2 fois moins chers que chez nous. Vous faites toujours des analyses, on va dire ça à demi-plafond. Nous attendons toujours le plan d'industrialisation. Et c'est pour ça que tous vos programmes entrepreneuriaux auront toujours un souci. Vous ne donnez pas 2 millions à quelqu'un qui n'a
pas une expérience profonde dans ces questions, d'aller ouvrir un salon de coiffure, c'est clair que les projections de tous les économistes vous diront que dans 5 ans, ces entreprises vont fermer. Donc en réalité, ces concours-là étaient effectivement des programmes palliatifs. Mais en dehors de ça, on devait mettre un plan d'industrialisation que jusqu'à aujourd'hui, nous tous nous attendons. Et on ne sait toujours pas, on ne donne aucune raison pour lesquelles on préfère utiliser le budget d'investissement pour s'engraisser au lieu d'investir sur la création de richesses, la création de masse d'emplois, parce que vous ne pouvez pas avoir un pays qui a plus d'1 million d'étudiants qui sortent, vous avez des centaines de milliers qui sortent chaque année et vous financez 10 000 de temps à autre en leur donnant 1 million. Il nous reste vous pensez plus que qu'on va 3 sortir minutes pour sous-emploi. Vous rêvez. Mathurin et puis Yves, en guise de fin, je vais peut-être recommencer. On va peut-être terminer par... J'aimerais dire aux Camerounais qu'il y a encore de l'espoir et que tout n'est pas terminé. Il y a de l'espoir, il y a la possibilité de vivre dans notre pays et de vivre heureux. Il s'agit pour eux de prendre la décision qui convient. Nous sommes en ce moment, les listes électorales ont été ouvertes, donc il est possible pour les jeunes d'aller s'inscrire massivement sur ces listes électorales-là. Ils doivent le faire. Il en va de leur responsabilité. Si vous rêvez d'un Cameroun grand, vous devez participer à son édification en ayant votre point de vue à donner et en ayant votre opinion à donner sur tous les sujets. Donc, pour nous, au SDF, nous avons l'ambition véritablement de mettre sur pied un système éducatif qui va permettre aux jeunes demain d'avoir un avenir radieux. Et ça passe d'abord par au niveau de l'éducation de base. Il faut d'abord déjà rendre cette éducation gratuite jusqu'au secondaire. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire au SDF. Et aussi au niveau supérieur, nous avons l'intention, n'est-ce pas, de leur permettre d'avoir des conditions d'études qui demain leur donnera un emploi totalement décent. Parce que ce que les jeunes veulent, ce sont des emplois décents qui leur permettent de bâtir une famille et de construire un avenir. Yves, vraiment un mot pour garder la tête hors de l'eau. Oui, un mot pour garder cette jeunesse. Hors de l'eau, à cette jeunesse, je voudrais rebondir, prendre un élément que je voulais donner à David pour lui dire que, en réalité, dans la SND 30, parce que tu as posé le problème de l'impôt substitution, il est prévu que, et ça a commencé à s'appliquer, les administrations, par exemple, de chez nous, ne prennent plus que la moitié de leurs matériaux roulants, en fait, pas le matériau roulant, leurs meubles à l'extérieur. C'est-à-dire que le reste, ils doivent prendre sur le marché interne. C'est prévu depuis la DSE. C'est prévu depuis 2015. On n'a plus le temps de débat. C'est prévu depuis 2015. Le DSE l'a prévu. Il ne faut pas nous rejeter. Avancez pour terminer. C'est prévu depuis 2015. Voilà, ce que je suis en train de dire. Vous qui êtes à la maison, vous avez le DSE, vous avez la SND 30, allez prendre vos comparés et vous verrez qu'ils racontent des histoires. Maintenant, sur la question de l'immigration, je voudrais dire que, sincèrement, elle restera, elle est aussi vieille que le monde. On ne peut pas empêcher que les uns et les autres continuent d'aller et de venir. Mais on ne peut pas aussi nous empêcher d'essayer de garder la main d'œuvre qu'on a et qui nous est très chère. Merci. Jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun, c'est le thème de cette édition demain. Donc la jeunesse camerounaise va se mobiliser à travers tous les arrondissements. Désormais, c'est comme ça. Hein. On défile dans les arrondissements, à travers tous les arrondissements du Cameroun. C'est l'occasion pour les partis qui se disent populaires de nous démontrer leur popularité. Je crois que c'est 360 c'est d'ailleurs même l'occasion de demander aux jeunes de ne même pas aller défiler demain. Et nous vous souhaitons à tous, David, nous vous souhaitons à tous, Yves, Mathurin et puis Arlette et tous les jeunes qui nous regardent ce soir et bien au-delà, une très belle fête de la jeunesse 2024. Bonsoir. Arlette, prends ton geste, tu prends la SND 30.